Messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la semaine. On est donc le lundi 11 novembre 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, nous parlons des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme. Le thème du jour est le suivant, de la blessure à la renaissance. Alors on a tous des cicatrices physiques qu'on a eues peut-être dans la cour de récré ou en vacances avec nos cousins, cousines, nos amis, qui nous rappellent des moments d'enfance joyeux. Mais certaines aussi sont invisibles. On parle alors de blessures de l'âme, celles qu'on traîne depuis l'enfance et qui colorent notre vie d'adulte. Alors, qu'en est-il réellement de ces blessures? Comment se manifestent-elles au quotidien? Et surtout, comment pouvons-nous les guérir? Et on en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. J'ai le plaisir de recevoir Madame Sabrina Moukaram, vous êtes psychothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Plaisir comme à chaque fois partagé. Avec nous aussi Monsieur Riyad Chabouni, vous êtes coach professionnel et auteur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec grand plaisir comme d'habitude. Déjà, vous avez mis beaucoup de temps pour m'inviter. La nouvelle saison, on commence avec vous déjà. Dès le début. Voilà, j'espère que ça sera. Que ça se répétera. D'autres émissions oui, avec parce plaisir. que vos thématiques sont très très intéressantes et elles concernent un peu tout le monde. C'est ça voilà. qui est intéressant. Et je pense que les blessures concernent tout le monde. On a tous quelques petites blessures physiques. Je pense que on a tous une petite cicatrice qui nous rappelle de bons moments. On a tous des cicatrices qu'on ne voit pas forcément. Et on va en parler justement aujourd'hui. Mais avant, je vous rappelle aussi qu'il y a une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous recevrons Soumia Zerouali avec sa rubrique Oui Cher pour parler du salon, justement, du salon du livre. Et elle viendra avec une poétesse, Halima Abdet. Elle nous parlera aussi de son livre, j'ai oublié le titre, sur les tatouages en tout cas. Voilà, sur les tatouages, je vous rappellerai tout à l'heure le titre en tout cas, elle parlera des tatouages c'est une sorte aussi de blessure qu'on marque sur la peau, on y reviendra plus tard dans la rubrique Oui Cher avec Soumia, et bien sûr avec Amel Laribi, dans sa rubrique Le temps d'une évasion, on parlera de météo, on parlera de dépression, mais dépression saisonnière, il pleut aujourd'hui, elle va tout nous expliquer dans sa rubrique, mais place maintenant au débat, qui est de la renaissance, de la blessure à la renaissance, et bien sûr si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Justement, on parle de blessure aujourd'hui. C'est quoi au juste une blessure émotionnelle ou la blessure de l'âme? Alors déjà, il faut comprendre que c'est un concept qui a été vulgarisé par une Canadienne. Donc c'est un concept du développement personnel. Et donc on part plutôt du postulat que tous comme on est dans notre genèse, donc entre 0 et 7 ans, et on parle même de la vie intra-utérine, on est confronté à ce qu'on appelle des blessures de développement. D'accord? Ça veut dire quoi? Par exemple, supposons que je suis un bébé d'un sexe féminin et mes parents auraient voulu avoir un garçon. Par exemple, à la naissance ou à l'annonce du sexe, la mère, elle va être un peu déçue. Donc l'enfant, dans son intériorité, enfin le fœtus ou le bébé, il va percevoir du rejet. À l'intérieur à l'intérieur de soi. Par exemple, je suis un enfant de 2-3 ans, ma mère part accoucher d'un deuxième, et je vais vivre un abandon. Oui. En fait, les blessures, elles sont de l'ordre de 5. Donc, on a le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. Il faut faire attention, l'humiliation, ce n'est pas une blessure que tout le monde a, d'accord? Et donc, voilà, elles sont de l'ordre de 5. Je ne sais pas si j'ai nommé les 5. Alors, le rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Voilà, et injustice. Donc, les 5 blessures, en fait, c'est ce qu'on appelle des blessures structurelles, d'accord? Quand je dis structurelles, ça veut dire personne ne peut y échapper. Donc on les a tous. On les a tous, mis à part l'humiliation, parce que l'humiliation, c'est une blessure en fait où la personne, elle a été, on va dire, humiliée par les figures parentales, donc celles qui devaient prendre soin d'elle physiquement et émotionnellement. On dit que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette blessure, mais pour les 4 autres, on est tous bien servis. Sauf que l'intensité de l'expression de la blessure, elle diffère. Et en fait, c'est pas la blessure en soi qui est importante, c'est le masque qu'on porte. Qu'est-ce qu'on veut dire par le masque? C'est que je vais développer un certain comportement
par rapport à ma perception du comportement des autres qui crée la blessure. Oui. Donc en réalité, la blessure, ce n'est pas ce que l'autre fait, mais ce que moi j'ai perçu. Exactement. Vous parlez de masque aussi, mais Élise Bourdeau, dans son livre, c'est un best-seller, comment Les 5 blessures de l'âme, la guérison des 5 voilà, blessures, elle a exactement. fait plusieurs versions. Donc, elle dit que ces blessures-là, justement, ont un effet sur notre corps, que notre physique aussi a l'empreinte de cette blessure. Et elle décrit chaque blessure avec la physionomie qu'on devrait avoir si on a telle ou telle blessure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, Est-ce pas que du tout. Voilà. Alors peut-être que autant que coach, c'est un outil de découverte de soi qui est intéressant, mais dans ma pratique clinique, je suis pas du tout d'accord avec la typologie corporelle, parce que je trouve que c'est très stigmatisant. On met des personnes dans des cases. Voilà, c'est-à-dire par exemple pour l'humiliation, on va dire que c'est des personnes qui sont un peu en surpoids. Même si on parle d'études scientifiques, psychologiques, on voit par exemple, on peut trouver des traces par exemple d'humiliation chez les personnes un peu en surpoids. Voilà, en surpoids et tout, mais je trouve que c'est un raccourci trop facile à faire, et puis ça peut enfermer, ça peut créer en tout cas c'est-à-dire des carcans comme ça. C'est pas forcément, en tout cas dans ma pratique, avec quoi je suis d'accord, ni avec quoi je travaille. D'accord? Donc par rapport au corps, moi je suis pas d'accord. Maintenant, la grille de lecture, elle est intéressante. Maintenant, si je parle en tant que psychologue, en psychologie, ça n'existe pas, les 5 blessures de l'âme. Il y a une école de Bowlby qui parle plutôt des styles d'attachement. Mais c'est tout aussi intéressant parce que les 5 blessures, ça a permis au grand public de se familiariser avec la notion du lien et comment est-ce que dans le lien, on peut être blessé. Et on ne va pas culpabiliser les parents aujourd'hui, mais c'est forcément avec les parents que ces blessures se créent tout à fait. au fur et à mesure, et c'est probablement, voilà, justement, aussi pendant l'enfance qu'on a ces blessures-là. Ça ne peut pas venir à l'âge adulte. Non, en fait, la blessure, elle s'exprimera à l'âge adulte. Mais alors, qu'on soit d'accord, c'est structurel. Quand je dis c'est structurel, ça veut dire qu'on ne peut pas se développer que dans ces schémas-là. D'accord? C'est comme, par exemple, pour avoir des dents, il va y avoir votre gencive qui va gonfler, vous allez passer 2-3 ans à morfler autant que bébé pour avoir vos dents. Et bien, les blessures, on peut dire que c'est des passages obligatoires. Et comme ça, la structure de la personnalité, elle va être sculptée. Bien sûr, je ne parle pas de la pathologie, parce qu'on peut avoir des systèmes dysfonctionnels pathologiques, des parents malheureusement maltraitants. Ici, on parle de quelque chose de structurel, d'accord? Et c'est la perception de l'enfant qui justement engendre ces blessures. Ce n'est pas forcément parce que le parent a été humiliant que cet enfant c'est sa perception de l'humiliation, qui fait que ça fait naître en lui cette blessure. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les blessures de l'âme, c'est jamais ce que l'autre a fait, sauf quand c'est des cas pathologiques, j'insiste sur ça, mais c'est ma perception. Je vais te donner un exemple, Mounia. Alors, supposons que, j'aime bien donner cet exemple parce que nous, l'Algérien, la nourriture prend une place importante dans nos systèmes. Par exemple, si on achète un poulet, d'accord, le poulet, il a 2 cuisses et il y a 4 enfants. Il y en a un, peut-être les 4 aiment la cuisse. Avant, on ne pouvait pas acheter que des cuisses. On était obligé d'acheter le poulet. Voilà. D'accord? Et bien, supposons que moi, j'aime la cuisse et mes 2 frères, 3 frères, tout le monde aime la cuisse, mais moi, j'ai le droit au blanc. Pour cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois, elle va me donner la cuisse. Et bien, je peux vivre ça comme une injustice. D'accord? Elle ne pouvait pas faire différemment et peut-être pour elle, c'est un événement anodin, mais l'enfant va intérioriser la situation comme une blessure. L'humiliation, peut-être la maman, elle va dire va coiffer tes cheveux, tu as l'air comme une folle. Ben, l'enfant va vivre ça comme une humiliation, mais c'est jamais ce que l'autre fait, c'est la perception de l'enfant. Voilà. Exactement. Et justement, ça a un effet sur notre estime de soi, du coup. Si on a une mal perception de toutes ces émotions et qu'on les gère mal, notre estime de soi va être un petit peu
entaché un petit peu, non? Perturbé un Perturbé, petit peu, bien sûr, oui. parce que on va toucher à l'image de soi, on va toucher à l'amour de soi, on va plus s'aimer comme il faut. Mais en fait, tout ça, c'est de l'inconscient. D'ailleurs, j'ai appris pas mal de choses avec Sabrina là, ce matin, merci. C'est-à-dire la vision du thérapeute, la vision du coach est complètement différente parce qu'on est beaucoup plus focus sur l'avenir, sur le comportement. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas essentiellement sur la blessure. Moi, en tant que coach, ce qui m'intéresse, c'est voir la personne, comment elle peut se relever, comment elle peut passer à la résilience. Et c'est important de passer par la résilience. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour un objectif qui n'a rien à voir avec la blessure, bien sûr, un objectif, mais pendant le processus de coaching, au bout de 2-3 séances, hop, là, la personne est bloquée, elle ne peut pas actionner, elle ne peut pas aller de l'avant. Et là, elle va parler discrètement d'une blessure, mais elle ne va pas dire que j'ai par exemple, j'ai vécu de l'injustice, par exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est de communiquer avec le client pour qu'il puisse définir ce mot. Parce qu'il dit, par exemple, j'ai été rejeté. Okay, c'est quoi le rejet pour vous? C'est important de le savoir, car chacun définit ce mot par rapport à son expérience, par rapport à son vécu. Et c'est là c'est ça qui est intéressant pour nous les coachs, c'est qu'on va, la personne, le client va mieux comprendre réellement ce mot, qu'est-ce que signifie ce mot par rapport à son vécu, et on va passer donc à la conscience de soi, avant de passer à l'estime de soi. Et c'est là où il y a le passage, le travail qui se fait sur la résilience, c'est-à-dire pouvoir rebondir. Et on va travailler ou sur son image qui est complètement perturbée, on va travailler sur l'image de soi. Après, il y a pas mal de choses qui pourraient effectivement influencer un objectif par rapport à ces blessures-là. Et la plupart du temps, je le dis, nous ne sommes pas des thérapeutes, donc on fait toujours, on amène le client vers une consultation d'un spécialiste de la santé mentale essentiellement, car le coach, il est bloqué par rapport à cette situation. On ne peut que mettre en conscience le client pour qu'il puisse peut-être aller voir un psy, parce que c'est une croyance, voilà, je ne peux pas aller voir le psy parce que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Oui. Voilà, oui, mais donc le coach va avoir aussi ce rôle de pouvoir proposer au client quelles sont les différentes pistes d'amélioration par rapport à cette problématique, puisque tu n'arrives pas à avancer. Ok, qu'est-ce que tu souhaites faire? Et une des pistes peut être, et en général c'est la piste la plus farfelue, c'est aller voir un psy, pourquoi pas? Ah, intéressant. Et c'est à partir de ce moment où on sent que le client commence un peu à se relever, commence à prendre conscience de ce blocage, et que peut-être le psy, ça serait une des pistes d'amélioration. Très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Samia Bouaroul qui nous parle des 5 blessures de l'âme. Nous sommes confrontés au courant de notre vie à des situations qui nous marquent et torturent parfois. Ces blessures intérieures, quelquefois ancrées au plus profond de nous-mêmes, sont génératrices d'émotions négatives. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, 5 blessures fondamentales, d'après les spécialistes, à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Une souffrance émotionnelle est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Généralement, cette douleur se construit lorsque vous êtes enfant et vous prenez conscience de son existence dans votre vie d'adulte. Par exemple, la douleur d'une blessure du passé peut vous faire ressentir des difficultés pour faire confiance aux autres et pour établir des relations saines et durables. Inconsciemment, il vous arrive de penser que personne ne vous traite bien et que le mal est partout. Reconnaître une blessure émotionnelle peut être un vrai casse-tête si vous n'avez pas identifié l'origine de la souffrance émotionnelle. Nous l'avons vu précédemment, ces 5 blessures de la vie peuvent être handicapantes dans notre vie quotidienne. La première, affronter le problème. Deuxièmement, se pardonner et pardonner aux autres. Solution 3, apprendre à s'aimer. Solution numéro 4, guérir ces traumatismes. Grâce à cette compréhension et avec l'aide de votre thérapeute, vous pourrez adopter de nouveaux comportements qui seront plus en adéquation avec votre vie d'adulte. C'est pas toujours facile de prendre conscience justement de ces blessures, mais
On va parler un peu des conséquences. Quelles sont les conséquences justement de ces blessures et de ces masques qu'on met justement? Alors le problème avec ces blessures, quand elles managent, on va dire, nos vies, c'est qu'elles se déploient de manière inconsciente. Je vais donner un exemple. Si on porte par exemple un masque du fuyant, par exemple la personne qui a été rejetée, ce qu'elle fait dans ses relations, c'est qu'elle appréhende tellement la douleur du rejet qu'elle-même, elle va se retirer de la relation. Donc, elle va avoir des modes opératoires relationnels assez particuliers et donc ça va créer des difficultés, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie affective, dans sa vie familiale. Donc ça, par exemple, c'est l'abandonnique. On a quelqu'un qu'on appelle, enfin, on a un type qu'on appelle l'abandonnique. C'est une personne qui a tellement peur d'être abandonnée parce qu'elle a la blessure de l'abandon. Je préfère partir au lieu de subir. Exactement. Donc, c'est elle qui abandonne, en fait. Donc, alors la blessure, soit on la sublime, et la sublimation, c'est quand on est résilient, quand on va dans un processus de co-création. Donc, je comprends ma blessure, j'intègre ce qui se passe, je comprends mes propres schémas, je prends le dessus et donc je travaille sur ça. Et donc, la blessure en soi, elle va me permettre de développer des capacités. Parce que quelqu'un qui a très peur d'être rejeté, lui, déjà, il a développé des compétences. C'est pour ça qu'on appelle ça des blessures structurelles, parce qu'à la base, elles nous permettent de développer des compétences aussi. Donc, je disais, quelqu'un, par exemple, qui souffre de l'injustice, il va être rigide. Il va être intransigeant. Donc l'idée, c'est que ça va venir alourdir notre quotidien. Et donc nos relations. Et il va y avoir ce qu'on appelle des schémas. C'est des stéréotypes qui se répètent dans nos vies. Tu vas voir, par exemple, il y a une personne qui va venir, qui va te dire « Moi, j'arrête pas. » Allez, on va aller sur le domaine professionnel. Une personne qui a sur son CV 25 expériences professionnelles. Elle a 35 ans. C'est pas normal. Et on va voir que techniquement, il peut être excellent, il a des compétences et tout, mais c'est son relationnel, c'est son être, c'est son savoir-être qui lui pose problème. Il peut aller faire toutes les formations de leadership, de communication, mais s'il ne va pas travailler vraiment sa blessure, parce que peut-être que dans sa petite enfance, lui, il a une grosse blessure sur laquelle il ne s'est pas penché. Donc, à chaque fois qu'il va recevoir, par exemple, une remarque, il va se sentir humilié, eh ben, il va claquer la porte et il va partir. Donc le problème, c'est que vraiment, si on a cette première grille de lecture, je dis toujours que tout ça, c'est des outils qui vont juste nous permettre de comprendre certaines choses. C'est pas de l'absolu, c'est pas du Coran, mais c'est des outils d'introspection. Le cerveau humain, il a besoin de donner du sens. Donc, à travers les 5 blessures, on peut venir, ce qu'il a dit tout à l'heure, coach, c'est qu'on va venir élaborer quelque chose de vécu et des fois qu'on ne s'autorise même pas à dire parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vient de nos parents et les parents, c'est sacré, sauf que je peux sacraliser mes parents, mais en même temps, m'autoriser à dire que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas OK. Donc ce travail-là, ce travail d'élaboration va permettre à la personne de se reparenter, de devenir vraiment la personne qui va donner cette sécurité, cet amour, cette reconnaissance. Et à partir de là, le processus de résilience, il peut s'enclencher. Est-ce qu'on peut les éviter avec nos enfants, par exemple? On sait que la nouvelle génération est très penchée sur ces choses et a tellement peur de créer, surtout en regardant, j'imagine, l'émission, tous les parents se disent « Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai créé une blessure sans le vouloir. » Est-ce qu'on peut les éviter ou faire quelque chose ou rattraper quelque chose? D'une façon ou d'une autre, de toute façon, tu vas donner des traumas à tes enfants. C'est ce qu'on appelle des traumas de développement. Ça, c'est... Maintenant, un parent conscient va être capable de définir ses propres schémas. Par exemple, si moi j'ai une blessure d'humiliation et que j'ai des filles, dans ma façon de leur parler, je vais faire attention à ne pas reproduire. Parce qu'on reproduit, on bien transmet sûr, nos blessures. Oui, tout se transmet. Tout se transmet. Donc si j'ai une blessure de rejet ou d'humiliation, je peux transmettre ça à mes enfants. Pourquoi? Inconsciemment. Inconsciemment et même comportementalement, parce que si moi j'ai une blessure du rejet, je vais avoir tendance à éviter la relation. Donc je vais être une maman un peu distante.
D'accord. Je vais rejeter mes enfants. Ben, je vais rejeter. Mon enfant, peut-être que j'ai... Après, chaque enfant est unique aussi. Peut-être qu'il y en a un qui a besoin de proximité. Et si j'en ai 3, je vais avoir un peut-être qui est lui-même distant. D'ailleurs, je me dis, tiens, waouh, il me ressemble celui-là. Et je vais avoir un autre qui a tellement besoin de la présence. Mais moi, le lien, il m'est inconfortable. Je ne suis pas à l'aise dans l'intimité. Donc, je vais reproduire la blessure. D'accord. D'accord. En fait, par rapport à nos schémas psychiques, par exemple, quand je dis je ne veux pas ressembler à ma mère, par exemple, je me dis ça, sur ce point-là, je ne veux pas ressembler à ma mère. Si je vais faire le contraire de ce que fait ma mère ou faisait ma mère, je vais avoir les mêmes conséquences que ce qu'elle faisait, parce que je vais être dans l'opposition du comportement et ça va créer exactement les mêmes résultats. D'accord. Donc par exemple, si ma mère était absente émotionnellement, je vais dire moi, je vais être présente. Mais par contre, je vais être présente dans l'excès. Et donc je vais étouffer. Et les résultats seront les mêmes. L'absence et l'excès de présence, c'est exactement les mêmes, j'ai envie de dire, conséquences. D'accord. On peut prendre conscience de nos propres blessures? Bien sûr, on peut les travailler. Après, les lectures, tout ça, c'est excellent. Mais il n'y a que dans l'altérité, dans la relation, qu'on peut réellement aller travailler ces blessures. Parce que notre ego, il est là pour nous protéger. Moi, quand j'ai lu la première fois le livre, je dis, ouais, bon, c'est sympa ça. Mais c'est que dans la relation, face à un thérapeute, c'est là où on peut réellement aller dans les profondeurs quand ça pose problème. Après, moi, je dis toujours, qu'on ne s'est pas cassé, on ne répare pas. Il ne faut pas tout psychologiser, vouloir tout assurer. Parce que moi, j'ai beaucoup de mamans, je veux dire des couples, nouveaux couples avec des bébés, et ils apprennent, en fait, ils prennent connaissance un peu de toutes ces notions, et il me dit, je ne veux pas traumatiser mon enfant. Je dis, t'inquiète pas, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu vas la traumatiser. Voilà. Donc acceptez ça, faites de votre mieux, ça c'est bien. Posez l'intention de vous améliorer, de faire de votre mieux, et avec ça, de continuer le travail sur soi. Des parents apaisés vont donner des enfants apaisés, parce que dans la sensorialité, il y a de l'interaction nettement. Voilà. Mais il est difficile aussi pas difficile, mais pour certaines personnes, il est difficile de sortir de cette case, parce qu'on a parlé de case tout à l'heure, et se dire, voilà, j'ai cette cicatrice, cette blessure qui ne cicatrise pas, de rejet ou de quoi que ce soit, je suis comme ça, j'ai subi ça, donc je ne peux pas sortir de cette boîte. C'est un peu une sorte de croyance limitante qui fait que je suis comme ça, je ne pourrai pas changer. C'est possible de sortir de là? Alors, ce qui est extraordinaire avec l'être humain, c'est que jusqu'à son dernier souffle, il pourra se transformer. Maintenant, celui qui te dit « je ne peux pas, je suis comme ça », c'est quelqu'un qui adore son rôle de victime. D'accord? Parce que travailler sur soi, ce n'est pas le Club Med. Ça demande de l'engagement, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande d'aller reconnecter les émotions, parce qu'on ne peut travailler sur un trauma que si on repasse. Pour pouvoir libérer la charge émotionnelle, c'est pour ça qu'en séance, on va revisiter les faits, mais avec le thérapeute, on va faire attention à la fenêtre de tolérance, et là, on va permettre à la charge émotionnelle de sortir, et on va retravailler l'histoire. Il va y avoir la personne à l'âge adulte qui va revenir pour dire « c'est bon, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je suis en sécurité, je peux moi-même répondre à mes besoins » et tout ça. Donc tout ça c'est possible, mais ça nous demande de nous retrousser les manches. Maintenant, il est impossible qu'une personne reste bloquée si elle veut s'en sortir. Le chemin sera, voilà, chacun aura son chemin, mais c'est toujours possible de se développer, toujours. Très bien. Et on parlait d'estime de soi. Je vous ai présenté tout à l'heure comme coach professionnel et aussi auteur. Vous venez aujourd'hui avec 3 livres, vous participez aussi au salon. Oui, voilà, absolument. Exactement. Alors, je ne sais pas si on a les images des livres, je pense qu'on les a depuis tout à l'heure. On va un peu les présenter. Donc, alors, comment augmenter son estime de soi? Le coaching en action, pratiquez l'affirmation de soi et apprenez de vos échecs. Oui,
Apprenez de vos échecs. Apprenez en de fait, vos c'est une échecs, trilogie de développement personnel que j'ai écrit. En fait, c'est des retours de clients depuis ces 8 dernières années. C'est des retours de clients. C'est l'expérience. En fait, ce qui est dedans peut aussi s'améliorer dans une année parce que j'aurai d'autres expériences. Mais ici, en fait, c'est, comme elle l'a bien souligné, Sabrina, la lecture est importante aussi. Et malheureusement, notre société ne lit pas. On n'est pas habitué, ce n'est pas une culture. La lecture, déjà, permet à la personne de commencer à avoir une sorte de miroir. Quand elle va commencer à lire, par exemple, si vous allez commencer à lire ces livres, vous allez avoir des conseils pratiques d'autres clients qui ont été dans des blessures peut-être, et comment elles ont pu faire pour essayer de traverser la résilience, pour développer leur résilience et pour passer à autre chose. Donc en fait, cette lecture-là va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un pattern, un miroir qui vous permet de dire tiens, moi aussi je suis dans cette situation-là. Et si elle a réussi, c'est que je peux aussi peut-être réussir. Quand c'est une blessure qui n'est pas très très profonde. Mais après, vous avez effectivement des blessures qui sont profondes. Là, c'est de l'ordre bien sûr de la thérapie, de la psychothérapie. Mais là, je parle au niveau vraiment superficiel. C'est-à-dire justement, comment reconnaître la barrière ou à quel moment on va voir un psychothérapeute et à quel moment on va voir un coach. Parce qu'en ce moment, il faut dire la vérité, les coachs, ça fleurit un petit peu partout. Oui, et du coup, même dans la tête, dans la pensée de tous, bon, moi je suis pas fou, je vais voir un coach, il va m'aider à pouvoir avancer dans ma vie au quotidien. Pour voir un psychologue ou autre, il faut quand même un petit peu, voilà. Oui, c'est un boulot qui manque. Non, mais ce que vous dites est très intéressant. Dès que la personne dit tiens, je vais aller voir un coach, ça veut dire que la personne déjà a mis en place un processus d'amélioration. Ok. Mais le coach, son rôle, justement, c'est tout le monde se prétend coach, mais c'est une formation appropriée. C'est bien sûr, il y a plein de choses intéressantes. D'ailleurs, nous avons créé une association des coachs professionnels en Algérie pour ça, pour essayer de cadrer ce métier et pour avoir une limite quand même. Voilà, nous ne sommes pas des thérapeutes. Si vous voulez faire de la thérapie, faites 5 ans d'études, vous serez des psychothérapeutes. Voilà. Mais ici, il faut garder à l'esprit qu'on va toucher au mental de la personne. Donc c'est très dangereux lorsqu'on n'est pas outillé pour et commencer à fuiner sur le passé de la personne. Ça, ce n'est pas notre rôle à nous. Moi, ce que j'explique ici, c'est des retours d'expérience qui sont très basiques. C'est-à-dire, moi, je coach essentiellement des managers d'entreprise, des cadres, mais qui eux-mêmes ont effectivement des blessures. Tout le monde a effectivement ces blessures. Et on travaille sur aussi une approche très intéressante qui est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est nouveau chez nous, bien sûr, mais elle a été bien développée dans certains pays, essentiellement par exemple dans les pays scandinaves, où à l'école, à la crèche même, ils font ce qu'on appelle des petits ateliers de partage émotionnel dès l'enfance. Et ça, déjà, quand on parlait tout à l'heure de la guérison, parce que c'est de l'ordre bien sûr des thérapeutes, eh ben, on peut effectivement travailler sur, à 4 ans, avec l'enfant, sur l'empathie, sur la conscience de soi. Qu'est-ce que tu ressentis en ce moment? Et la personne commence à pleurer. Donc en fait, c'est toute une éducation à mettre en place. C'est tout un système à mettre en place. Il s'agit d'une société. Après, on dit c'est les parents, mais les parents n'ont pas un mode d'emploi comment éduquer leurs enfants. Là, il faut dire la vérité, chez nous, on ne parle pas de nos émotions. On ne parle pas vraiment de nos émotions. Étant petit, un garçon, et on lui dit toujours, ne pleure pas, t'es un homme. Une fille, on met un petit peu des barrières. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ceci. Nous, on a été éduqués comme ça. On a été éduqués comme ça, donc on a aussi du mal un peu à exprimer nos émotions et pousser nos enfants à exprimer aussi leurs émotions. Ce n'est pas toujours évident. Alors je dis, ce n'est pas qu'on a du mal, on ne sait pas comment faire. On est des analphabètes émotionnels. Voilà. Qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est simple, c'est pas très compliqué. Moi, lorsque j'ai découvert, c'est tout simplement parler des émotions. Alors, apprendre. Lire le livre. Lire les livres. Il y a plein de choses intéressantes. Vous rentrez sur Internet, vous allez regarder un peu c'est quoi les émotions, vous allez découvrir déjà c'est quoi la définition des émotions. Quand on parle par exemple de blessure, blessure c'est un sentiment, une blessure, mais c'est pas une émotion. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rejet par exemple? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rejet? Il y a peut-être la peur. Donc après, bien sûr, les thérapeutes vont travailler sur la peur avec le client. Ils ne vont pas travailler sur le rejet en lui-même, ils vont travailler sur qu'est-ce qu'il y a derrière, en bas de l'iceberg, pas le haut de l'iceberg. Nous, on travaille un peu plus haut. Mais le thérapeute fait un travail très profond. C'est pour ça que c'est très long, le processus de la thérapie. Contrairement au coaching. Nous, en 3-4 mois, si on voit que la personne n'arrive pas vraiment à évoluer, c'est qu'elle n'a pas envie de le faire. Et on la laisse faire. Donc, la personne n'est pas malade. Elle n'a pas un traumatisme. Donc ici, l'idée, c'est de travailler aussi sur comment expliquer aux parents d'utiliser son intelligence émotionnelle, utiliser ce cerveau qui ne fait que absorber en fait les traumas et qui ne fait que
Et à partir de ce moment-là, dès que la personne n'exprime pas son émotion, elle la garde en elle, et avec le temps, elle va commencer un petit peu à grossir, 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 et exploser à un moment donné. Alors, au moment vraiment que je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Mais oui, c'est une émotion élastique qui revient, etc. D'où l'intérêt, je reviens à l'enfant. D'où l'intérêt, par exemple, de l'école, de la crèche, de faire des ateliers, de tester, de faire des ateliers, bien sûr, avec des thérapeutes ou peut-être avec des coachs spécialisés en intelligence émotionnelle pour essayer de faire parler un peu les enfants. Voilà. Dès qu'on voit un enfant, par exemple, triste, dès que surtout le garçon, dès qu'il commence à peut-être pleurer, tu pleures pas, tu es un homme, déjà on commence un petit peu à les mettre dans des cases. Et ça va ramener des bombes émotionnelles terribles plus tard, où la personne va être contrainte. Donc ces livres, en fait, c'est juste des conseils avec des exercices aussi. Donc il y a une partie où il y a des exercices. Donc dans les 3 livres, oui. Dans les 3 livres. Donc il y a en fait 6 livres aussi. Il y a 3 autres livres qui sont à la foire. Je n'ai pas pu tout ramener. Ça concerne en fait essentiellement, c'est ce que j'appelle la trilogie du développement personnel. Mais après, bien sûr, il y a aussi un livre très intéressant que je trouve pour les parents. C'est le guide. Oui. D'accompagner ces adolescents. Et vraiment, je vous laisse le soin de le découvrir. Il est très intéressant. Très bien, nous avons un appel, on va continuer. Nous avons Selim Saadoun de la radio. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous, comment ça va? Oh, en vous regardant, ça ne peut qu'aller bien, surtout d'avoir Riyad comme ça en face de moi, d'avoir des personnes aussi sympathiques. En fait, si j'interviens, c'est-à-dire que lorsqu'il a publié son ouvrage, Riyad, j'ai eu l'honneur d'être invité par son ami intime, Tayyib. Oui. C'était quelque chose. Et en plus, pour la petite anecdote, non seulement que c'était super intéressant, j'ai pu avoir ce livre, que je l'ai lu et que je confirme tout ce qui est dit à l'antenne, non seulement je suis fier de Riyad, mais également de Canal Algérie et de votre plateau. Merci. C'est vraiment... vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me donne la chair de poule. Regardez la relève à la télévision, mais vraiment c'est magnifique. Je n'ai pas d'autre terme à dire que magnifique, mais il y a toujours un mais quelque part. Bien sûr. Pour la petite anecdote, c'est d'actualité. Ayant eu l'honneur d'être invité, ça m'a permis de rencontrer Allah yarhamou, Rachid Makhloufi, qui était présent et qui a été invité aussi. Riyad le confirme. Oui. Riyad le confirme. Oui. Rachid Makhloufi était bien là. Non, Rachid Makhloufi n'était pas avec nous. Il y avait Mustafa Dahleb avec nous. Ah, voilà, oui, on avait tellement parlé de Makhloufi avec Mustafa Dahleb. Exactement, voilà, on a parlé de... on lui avait rendu hommage, donc grâce à Mustafa Dahleb. Absolument, voilà, absolument. Un grand homme, et ça me permet de présenter les condoléances justement à la famille de Makhloufi. C'est un grand homme. Et je ne vais pas tenir l'antenne plus longtemps, tout simplement pour vous dire, et à mes amis de Canal Algérie, continuez, vous êtes très très bien, et ça me fait plaisir, vraiment, vraiment. Je suis en train de boire, je bien de boire, non pas seulement vos paroles, mais les images. Et merci aux techniciens et aux cadreurs. Vous êtes formidables, restez comme ça. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci Salim. Merci beaucoup. Du coup, il nous donne la chair de poule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Salim Saadoun, c'est aussi un ami qu'on connaît depuis longtemps. On a travaillé beaucoup sur l'Ayad, les hôpitaux, où il nous suivait quand on faisait un peu, on donnait des cadeaux aux enfants et tout ça malades. Et c'est vrai que c'est... En fait, il partage le plaisir. Salim Saadoun, c'est quelqu'un de formidable parce que non seulement il est très enthousiaste dans sa vie de tous les jours, mais pour un rien, il est heureux. Pour quelque chose de basique, il est heureux. Et franchement, avoir des personnages comme ça encore, alhamdoulilah. Il y a une bonne relève, c'est ça qu'il a dit. Je retiens ça, une bonne relève. Il est satisfait. En fait, il a généré en nous des émotions. Exactement. Et ces émotions, voilà, moi, il a généré en moi cette émotion de joie
mais en même temps de tristesse de le voir quitter aussi la télé. Mais bon, il y a une fin à tout. Exactement. Voilà. Donc vous parliez de livres, il y en a 6 en tout. Donc vous en avez ramené 3 aujourd'hui. Et les trois autres qu'on retrouve au salon. Oui, donc au salon, donc d'ailleurs je profite pour ceux qui veulent effectivement avoir des dédicaces, donc je serai présent le vendredi après-midi et le samedi après-midi, enfin les 2 derniers jours, pour éventuellement dédicacer les livres. Ça sera au pavillon central, au B28, donc pour ceux qui sont intéressés, je serai là-bas. Et les autres livres parlent de quoi? Toujours dans l'accompagnement? Oui, donc là c'est la trilogie du développement personnel. Ensuite il y a un livre qui s'appelle Comment fixer et atteindre vos objectifs. Donc c'est le cœur même du coaching. Donc dedans il y a plein de conseils très intéressants pour ceux qui ont du mal à vraiment, ils ont un beau rêve, mais après il faut le concrétiser. Et comment le concrétiser? Il faut revenir à l'objectif, il faut construire l'objectif. Et c'est pas rien de construire un objectif. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très structurant et il faut respecter effectivement un certain nombre d'étapes. Pour gagner du temps, bien sûr, il y a aussi un livre sur les startups, donc c'est le plus récent, parce que j'ai accompagné énormément de startups, enfin une vingtaine de startups quand même, ces 3 dernières années, et j'ai vu le potentiel énorme qu'il y a, mais que la partie développement personnel n'a pas été prise en charge. C'est-à-dire qu'on est startup, on est jeune, on est enthousiaste et tout, et on rentre directement dans le vif du sujet. Mais à un moment donné, on est en face d'un auditoire, on doit communiquer notre projet, on doit vendre notre projet, et là, hop, là c'est l'erreur fatale. Vous avez beau avoir un beau projet, mais celui qui est en face de vous, en fait, il connaît votre projet, il a déjà lu, donc il est intéressé déjà dans un premier temps. Donc il veut regarder en fait le cœur, la personne en elle-même, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Et c'est ça qu'en fait que je développe essentiellement dans le livre. Mais il y a plein de choses très intéressantes. Je ne vais pas divulguer tous les conseils, absolument. Et puis le livre qui me tient à cœur, c'est un guide très intéressant pour les parents, justement, qui aborde des conseils pratiques, pas que de mes clients, de moi aussi en tant que père, avec mes 3 enfants. Et je dis dans tout ça, dans tout ce qu'on fait, il y a une chose importante, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire, je dis, enlacez vos enfants, dites-leur que vous les aimez. C'est déjà une force extraordinaire. Ça va réveiller en eux des émotions extraordinaires. C'est l'amour qui manque. C'est ça qui manque vraiment partout dans notre société, malheureusement, c'est ça. On n'en parle pas, c'est un sujet tabou, mais avec nos enfants... Plus maintenant, je pense. On en parle plus facilement. Oui, mais... Et on l'exprime plus facilement, je pense. Je parle de la nouvelle génération aussi. Oui, bien sûr. Mais plus maintenant, ok, mais... comment faudrait-il justement, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des films qui parlent de l'amour, je parle de ça, est-ce qu'il y a je sais pas, il y a plein de choses intéressantes dans l'amour, il n'y a pas que les parents avec les enfants, il y a notre société, comment elle peut effectivement mettre au centre de tout ça l'humain et l'amour dans tout ça, et c'est ça c'est une des pistes pour se relever, justement. Bien. On va finir sur ça, sur l'amour, qui est très important et qu'il faut l'exprimer. Monsieur Riyad Chabouni, vous êtes coach professionnel et auteur. Vous êtes au Salon du Livre, au Pavillon Central. On peut vous retrouver ce vendredi et le samedi pour la signature des livres. 14h30 à 17h. Très bien. Au stand B28. B28, voilà. Merci encore une fois. En tout cas. Merci. Madame Sabrina Moukran, psychothérapeute, merci aussi pour votre participation aujourd'hui. Et j'espère vous revoir bientôt sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie. On est à votre disposition. Inch'Allah. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission, les rubriques, juste après ceci.
Alors, de retour sur le plateau. Oui, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, justement. Et on reprend justement avec toi, Soumeya Zerouali. Bonjour, pour ta rubrique We Share, avec ton invité que je te laisse présenter, justement. Oui, bonjour Mounia, bonjour Amel. Bonjour Soumeya. Et bonjour et bienvenue à notre invitée, Madame Abdet. Merci à vous. Halima Abdet, vous êtes poétesse. Vous êtes d'abord enseignante de langue étrangère à l'Université d'Alger. Bienvenue à vous, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour Madame. Bonjour. Et avec nous aussi Amel. Bonjour Amel. Ça va? Avec toi, dans ta rubrique, on va parler de dépression. Et d'actualité aussi. D'actualité. D'actualité. Il pleut, et ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Personnellement, ça me fait plaisir. Moi aussi, J'adore ça. Hein. Ça me remonte le moral. Exactement. Moi, je te connais, je sais que tu n'aimes pas l'été. Ah non, j'aime pas. Donc ça tombe très bien. Exactement. On en parle en fin d'émission, mais tout de suite, place à We Share avec Soumeya Zerouali. Alors, Soumeya. Alors, c'est la 27e édition du Salon du Livre d'Alger, Salon international du Livre d'Alger, SILA, qui se tient à la SAFEX, donc du 6 au 16 novembre. Et Madame Abdet participe au SILA, comme à son accoutumé. Bienvenue, Madame Abdet, une seconde fois. Comment ça va? Merci. Oui, ça va. Je vous remercie. Je me prépare pour demain. Oui. Alors, vous avez justement, vous vous préparez pour votre vente dédicace de Telle une chair tatouée. Oui, Voilà. Telle une chair tatouée. Et puis celui juste d'avant, c'est les deux recueils que j'ai publiés avec la NEP. Donc le premier s'appelle Puisque tu es la mer et le deuxième Telle une chair tatouée. Donc ils seront présents demain dans le stand de ANEP du SILA au pavillon central. Alors, ce qui fait un petit peu la force des mots que vous employez, la force des textes, de vos textes, c'est un petit peu cette approche philosophique, métaphysique, qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Hein. Pourtant, il faut quand même un peu de philosophie, un peu de métaphysique, un peu de psychologie, de psychanalyse, enfin voilà, pour pouvoir écrire. Sinon... Vous êtes un petit peu quelque part aussi thérapeute, parce que lire un livre, lire un roman ou lire un feuilleté, donc lire un recueil de poésie, c'est quelque part une thérapie aussi. Oui, ça dépendra de mes lecteurs. Je serai particulièrement heureuse qu'il en soit ainsi. Mais honnêtement, ce n'est pas ma vocation première. Voilà, j'écris comme ça parce que c'est un peu aussi un aspect de ma personne. C'est par rapport à mes propres intérêts dans la vie. Et j'ai un penchant assez marqué pour ces choses-là. Donc, comme j'écris pour partager, le partage étant vraiment le meilleur dans tout le processus de l'écriture, de la publication, de ce qui reste quand même de particulièrement bien dans ce que nous faisons, c'est ces moments de convivialité, de partage à la télévision et puis de préférence avec son public. Et puis vous écrivez aussi par passion. Ah oui, certainement, ça oui, parce que moi je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas en ce qui me concerne, ça n'a pas été un choix délibéré. Je n'ai pas choisi d'écrire et encore moins d'écrire en poésie. En fait, c'est quelque chose qui se passe souvent à notre insu. À notre insu, on se retrouve dedans et c'est révélateur de ce que nous sommes en fait. Exact. Mais moi, j'ai choisi par contre d'enseigner, donc j'ai fait une carrière d'enseignante à l'Université d'Alger. Par contre, la poésie, c'est quelque chose qui m'a accompagnée, mais ça n'a jamais été un choix délibéré. J'en ai été peut-être la première surprise, quoique écrire très souvent, c'est d'abord lire. C'est d'abord lire et relire et relire. Mais lire vraiment, lire profondément, lire avec beaucoup de précision et beaucoup de passion, là par contre. Et à un certain moment, à force de lire, on se retrouve en train d'écrire nous-mêmes, mais avec une plume virtuelle dans un premier temps. On se retrouve à réécrire des choses qu'on a emmagasinées virtuellement. Et puis après, il y a ce passage à l'écriture en soi, à laquelle on arrive comme ça à petits pas en essayant de contourner les choses. Doucement mais sûrement. Doucement, voilà, vraiment doucement. Et
On se met à écrire, à jeter. Moi, je suis de la génération de la page blanche, donc je suis de la génération qui a écrit sur le papier, non sur le papier, pas sur un Ça, clavier. oui. Et donc en tant que génération aussi, on a fait beaucoup de résistance au clavier, au téléphone. Mais en fait, et paradoxalement, c'est à partir du moment où j'ai commencé à écrire avec un clavier, à partir du moment où j'ai commencé à être une femme de mon temps, c'est comme ça que j'ai commencé à les conserver. Et voilà. Et en fait, ils se sont conservés tout seuls dans ce qu'on appelle maintenant des disques durs. Des disques durs, voilà. Ça. Et que moi, je continue à appeler dans mon langage de mamie des pages blanches ou voilà. Et puis après, on montre un peu à son environnement premier, qui est sa famille, en ce qui me concerne, donc mes enfants. Et après, à quelques amis très proches, et après à la famille. Et après, on vient presque de la manière la plus normale du monde, on vient à l'édition. Et ben, pour moi, ça a été un peu compliqué, honnêtement, l'édition, parce que sortir d'une vie anonyme à une vie publique, la preuve, je suis ici aujourd'hui avec vous, à une vie publique, faire face à un public, faire face à une caméra, faire des émissions à la radio, etc. C'est quand même un virage assez difficile à négocier. Il a été un peu difficile à négocier pour moi. Ce qui a fait que dans un premier temps, je suis même, pour tout vous avouer, parce que j'avais écrit dans des revues en France, j'avais écrit, et donc j'avais publié, pour commencer, j'avais publié en France, figurez-vous. Donc c'était une manière de me contourner moi-même, je pense. Hein. Enfin, je vous fais part de mon expérience comme ça, parce que j'étais en terrain inconnu. C'est pas les miens. C'est les miens en humanité, oui. Mais en matière de territoire, en matière c'est clair. Et donc ça m'a donné une espèce de... J'ai osé. Voilà, ça m'a donné de l'audace. J'ai osé parce que anonyme. J'ai osé parce c'est peut-être difficile de partager ce qu'on a écrit. Ce qu'on a écrit, c'est nos sentiments, c'est nos émotions, c'est ce qu'on a vécu. Comme telle une chair tatouée, je pense que c'est le vécu qui a été posé justement dans ce livre. Et quand on écrit, on ne sait pas forcément où on va. Et puis on est souvent surpris. En général, tous les artistes, quand ils commencent à peindre ou à écrire ou à sculpter, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Mais le résultat final nous ressemble et peut-être qu'on a du mal à s'ouvrir justement et montrer ce qui nous ressemble parce à que tout le monde. C'est une partie de nous finalement que nous partageons avec les autres. Bien sûr, c'est une partie, c'est même souvent notre intimité, notre vie profonde, mais là où on a plus de courage, c'est qu'on perçoit qu'on se ressemble tous. En fait, quand mon premier recueil, enfin, le recueil que j'ai publié en France, je ne me suis pas sentie, j'étais une inconnue. J'étais une inconnue. Et donc ça donne paradoxalement, c'est comme lorsqu'on se confie à un psy, parce que vous étiez avec des psys juste à l'instant, c'est plus facile peut-être de se confier à un psy que de se confier à sa propre famille, à ses proches. Donc on a l'impression de jeter comme ça une bouteille à la mer. C'est vrai. Et puis par un concours de circonstances, parce qu'il y avait le Covid à l'époque et que j'avais moi travaillé, j'ai continué à écrire parce que je n'écris pas pour publier, j'écris vraiment comme ça sans savoir où aller. Je n'ai pas, c'est vraiment ce que j'appelle une écriture buissonnière. Je ne sais vraiment pas où me diriger, que je me suis retournée avec quand même beaucoup de courage pour moi, en tout cas même de la témérité, pour me tourner vers la NEP pour la publication de ce que vous avez ici, donc le recueil qui s'appelle Puisque tu es la mer, où je m'adresse effectivement à mes lecteurs, aux gens qui me feront la gentillesse, l'amabilité de me lire, en les tutoyant d'abord, en disant Puisque tu es la mer, en faisant justement une superposition entre la condition humaine, donc ce que nous sommes, et la mer. Et où je me dis qu'on ressemble beaucoup à la mer dans notre condition humaine. D'abord dans nos paradoxes, dans les paradoxes de la nature humaine, c'est-à-dire on veut ceci, on veut une chose et son contraire, on cache ce qu'on veut pour faire ce qu'on ne veut pas. Et la mer aussi, elle est comme ça, tout en paradoxe, elle est en même temps, comme vous le savez, un
un rêve de voyage, comme elle peut être pour beaucoup d'entre nous un cauchemar de naufrage. Exactement. Il y a toujours cette... la mer est en même temps un espace nourricier, c'est-à-dire on se nourrit de la mer parce qu'on mange du poisson, mais elle est en même temps cet espace où, comme dans les légendes gréco-romaines, il y avait ces monstres de la mer, je sais pas, qu'on appelait des Caraïbes, des Scylla, donc qui mangeaient les êtres humains. Voilà. Ça peut être aussi une extraordinaire aventure, la mer aussi. Et donc aujourd'hui, la mer avale nos enfants. Et haraga, donc voilà, malheureusement. Et donc ça fait qu'elle est tout en paradoxe, comme nous, parce qu'il ne faut pas croire que nous sommes des êtres lisses. C'est ça qui fait la possibilité de l'arbitraire littéraire. Elle a l'air lisse comme ça en surface, mais en profondeur, on peut y trouver des choses magnifiques, merveilleuses, et parfois des choses qui malheureusement peuvent nous blesser, nous heurter et nous tuer. Voilà. Nous faire du mal. Est-ce que vous voulez nous lire, s'il vous plaît, un passage? Un petit passage. Tu es la mer. Un petit passage. Alors, juste, je ne sais pas si on peut le voir. Oui, on a déjà vu. On a déjà vu à l'image. Déjà pour l'iconographie de la couverture, donc, parce qu'elle a été faite par quelqu'un, donc avec la NEP. Et donc, vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez. On voit très bien l'écran. Voilà, il est là, puisque tu es la mer, et puis c'est les couleurs de la mer avec leurs différentes nuances. Et puis derrière, au fond, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, vous l'imaginez peut-être, un visage scindé en deux. Oui. C'est un visage humain. Vous voyez, vous le voyez, le visage, la moitié d'un nez. Voilà, c'est comme ça que cet artiste-là qui a fait la couverture pour la NEP a illustré donc ce paradoxe-là, donc nous et la mer. Donc la mer est en bleu, et puis vous voyez que là mon nom, Halima Abdat, il est là, il est ici, il est en blanc. Ça veut dire qu'il est dans tout cet espace, pour moi, en tout cas, qui est réservé à l'imaginaire de mes lecteurs, à tout ce qu'ils vont imaginer à partir de ce que j'ai écrit, à partir de ce que j'ai proposé comme de ce que j'ai écrit. Donc je leur laisse toute cette blancheur. Mieux encore, je m'y mets moi aussi. Je m'y mets moi aussi parce qu'à partir du moment où je publie, et toute publication reste une expropriation. C'est comme l'enfantement, vous voyez, on enfante et puis on laisse son enfant grandir tout seul. C'est ce que je fais avec ce livre, et je redeviens moi-même, et je vous l'avoue, lectrice de mes propres textes. Souvent quand on se relit, on ne comprend pas forcément ce qu'on a écrit, on se redécouvre, mais on peut aussi vous retrouver justement demain à partir de 14h au niveau du Scylla, justement de 14h à... bon, ça va 17h. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, que je pourrai rester jusqu'à 20h. Pour la dédicace de votre livre. Voilà. Et c'est surtout telle une chair tatouée qu'on pourra retrouver. On va parler un petit peu de météo. Ici, on a le temps, on y reviendra parce qu'on va parler avec une évasion. On va s'évader pas si loin que ça parce qu'il pleut sur nos têtes et on va comprendre. Je vais dire les deux, l'anticyclone et la dépression. Justement, c'est quoi un anticyclone et c'est quoi une dépression? On commence tout de suite dans le vif du sujet avec On y va? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, l'anticyclone, la dépression, tout le monde entend parler à la radio, à la télé. Donc, l'anticyclone, c'est quoi? C'est une zone de haute pression où le vent tourne autour du cœur de l'anticyclone dans le sens des aiguilles d'une montre à l'hémisphère nord et le sens inverse dans l'hémisphère sud. Par contre, la dépression, eh bien, c'est une zone de basse pression où le vent tourne autour du cœur de la dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. C'est bien compliqué. Mais avec les images, on a vu des images justement, ça pouvait expliquer la situation. C'est plus clair avec les images, c'est clair. Et on doit se demander. Je comprends mieux. Ça c'est mieux. Voilà. Et on doit se demander, c'est quoi une pression atmosphérique? La pression atmosphérique, on parle de 1013 hectopascales, donc c'est l'atmosphère atmosphérique tempérée en moyenne. Donc quand cette valeur est inférieure à, quand on peut dire que une dépression,
c'est cette valeur qui est inférieure à 1013, approximativement entre 990 et 1010 hectopascales. Là, on parle de conditions dépressionnaires, donc on est sous l'influence d'une dépression. Par contre, quand c'est au-dessus de 1013 hectopascales, là, on est dans des conditions anticycloniques, donc on est sous l'effet d'un anticyclone. Et lorsqu'on parle aussi d'anticyclone, généralement, le temps est calme, donc le vent est faible. J'allais te poser la question, j'allais te dire, est-ce qu'il faut courir? Non, c'est la dépression en ce moment. Est-ce que c'est vraiment l'alerte ou... Oui, généralement quand il y a une dépression, il y a une alerte. D'ailleurs, d'où la vigilance qu'on a en ce moment. On est en vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées sur pratiquement toutes les côtes du centre vers l'est, comme Tipaza, Alger, Djidjet, où on a eu des quantités de pluie assez importantes, 60 mm pendant 24 heures. Donc c'est énorme, énorme. Là, on a eu cette dépression qui était localisée quelque part pour les agrumes. Bah, on en a besoin là où il faut. Quand là où il faut, c'est bien. Oui, on en a besoin, franchement. Et la dépression, elle est importante. Donc, ça influe sur le climat et les quantités de pluie qui sont des fois assez importantes et parfois même des inondations. Donc, il faut rester vigilant. Et ça va durer longtemps, justement. On est en pleine dépression. Donc, oui, en ce moment. On parle de météo, dépression, météo. Donc, on est en pleine dépression, il y a de la pluie. Bon, ça fait plaisir à certains personnellement. Exactement, on avait bien besoin. Oui, ça fait beaucoup de bien. Voilà, bah oui, j'adore. Même pour le moral. Exactement, marcher sous la pluie, moi personnellement, j'adore ça. Donc ça me remonte le moral. Tout à l'heure, Monia. Voilà, c'est clair. Tu vas adorer. Oui. Je jure que j'adore. Et que réellement. Donc j'ai dit l'anticyclone, généralement il fait beau, donc le vent est faible, ce qui fait que l'air qui vient des hautes altitudes en surface descend vers le sol, donc ce qui fait ce qui conduit à des nuages qui vont se dissiper. Par contre, quand il y a une dépression, c'est le contraire, les vents se lèvent de la surface, il y a une condensation, on va dire une subsidence des basses couches, ce qui fait que l'air s'élève et là on a formation des nuages assez denses et ces nuages peuvent donner... Attendez, mais je vais le dire. Ces nuages assez denses, ils vont donner la pluie, la pluie, la neige et même parfois de la grêle. On a plusieurs types de nuages et qui se classent par niveau. On a le niveau inférieur où on a le cumulus, cumulonimbus, nimbostratus. Nimbostratus d'ailleurs qui est très dense, qui peut donner des pluies aussi de la neige et qui est caractérisé parfois. On a l'impression qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Il y a le niveau moyen où on a les altocumulus et les altocumulus et altostratus. Et le dernier niveau qui est le niveau supérieur où il y a les cirrus, cirrostratus et cirrocumulus. Ça c'est du lourd. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui c'est des c'est des stratocumulus. D'accord. Donc de la pluie toute la journée? Inch'Allah. Et demain aussi. Mais il y a quand même une petite alternance d'éclaircies. Il y a des moments où il y a des éclaircies, ça s'atténue de temps en temps. C'est là où il faut sortir, marcher. Oui. Je suis pas vraiment d'accord. Et après ça revient. Après ça va revenir. Après il faut courir quand ça revient. Pas forcément, je suis pas forcément d'accord. Au contraire, il faut marcher sous la pluie et laisser les enfants marcher dans la boue et sauter dans les plaques d'eau. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. C'est une thérapie de marcher sous la pluie. Je te rejoins, Monia. Ceux qui aiment, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, la météo va pas changer cette semaine. Il pleuvra toute la semaine. Une petite amélioration quand même dans les jours à venir. Oui. Mercredi. Après-demain. Il y aura du soleil. Voilà. Pas un vrai soleil, mais il y aura quand même soleil et nuages. Il fait pas si froid que ça. Donc non, pas du tout. 19-20 degrés, donc c'est pas aussi froid que ça. Oui, et le froid surtout. Oui, c'est vrai. On est arrivé à la fin de l'émission, ça passe tellement vite. Oui, alors Soumia Zarouali pour ta rubrique Wisher, on te retrouve mercredi. Avec plaisir. Exactement. Avec Halima Abdet. Vous êtes poétesse, écrivaine. On vous retrouve demain à partir de 14h au niveau de la SAFEX, sur le pavillon de la NEP pour une vente dédicace de vos livres. On n'a pas eu le temps de lire un passage de son livre, mais on la retrouvera donc demain au niveau au niveau de la SAFEX. Exactement. Amen. Merci pour la météo, ça fait plaisir, ça remonte le moral. C'était rapide. Très bien.
Et vous, je vous donne rendez-vous. Personnellement, je vous donne rendez-vous à partir de mercredi pour une autre émission Ma famille, ma vie, toujours en direct à partir de 10h30. Et à ce moment-là, on parlera des non-dits. Et demain, vous retrouverez Mrim Oussaïd, vous retrouverez Mrim Oussaïd qui vous parlera du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Et puis, rendez-vous demain avec Mrim et après-demain avec moi. Au revoir.